Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzanez. Au sommaire de cette édition, il n'y a rien à attendre de la 30e conférence sur le climat tenue au Brésil, vu que les pays pollueurs refusent toujours de diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre, en plus du fait que même les financements promis pour épauler les pays les plus frappés par les aléas climatiques restent mythiques. La surreprésentation d'une ethnie dans plusieurs secteurs en contradiction avec les dispositions légales en vigueur, notamment celles prévues par l'accord d'Arusha, tel est l'un des points soulevés par le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale. C'était lors d'un dialogue avec la délégation burundaise, dialogue tenu à Genève. Vous le suivrez dans ce journal. Dans ce journal, nous vous parlerons également de la corruption des policiers de Chibitoke qui se font graisser la patte par les chauffeurs afin qu'ils ferment les yeux sur leurs délits. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir, ouvrons notre journal par la page environnement où la 30e conférence des partis sur le climat, COP30 en sigle, s'est achevée ce 22 novembre à Belém, au Brésil. Comme chaque année, cette rencontre a réuni les pays signataires des accords internationaux sur la protection de l'environnement, mais selon plusieurs observateurs, dont le consultant burundais en environnement, Landry Ninheretse, les résultats restent en deçà des attentes. Pour cet expert, aucune réponse concrète n'a été apportée aux pays déjà frappés de plein fouet par les effets du changement climatique, en particulier en Afrique. Il souligne que les discussions n'ont pas permis également d'indiquer clairement où seront puisés les financements promis aux États en développement pour faire face aux crises climatiques. Autre point de blocage est que les grandes puissances principales responsables des émissions polluantes n'ont pas accepté de réduire le recours aux énergies fossiles, et ce, malgré les appels répétés des pays vulnérables. Suivez plutôt Landry Ninheretse, il est consultant en environnement. La COP 30 s'est terminée avec des résultats mitigés. Pourquoi mitigés? Parce que les avancées sont clairement limitées sur les principaux points critiques ou cruciaux pour l'Afrique, notamment la question de l'adaptation et des droits fonciers, mais aussi c'est une déception lorsqu'on considère aussi la question cruciale de la finance climatique, de la transition juste et accélérée, évidemment l'élimination définitive des combustibles fossiles. C'est ça la principale cause du réchauffement climatique, mais le texte final, le communiqué final, ne mentionne pas la cause profonde de la crise climatique dans laquelle nous sommes. Et c'est évidemment cela qui fait dire la plupart des organisations civiles, même les pays progressistes qui militent pour une justice climatique, que la COP 30 de Belém est une déception, d'autant plus que du point de vue africain, le continent ne peut pas payer 3 fois pour une crise qu'elle n'a pas créée. L'Afrique subit de plein fouet les impacts climatique, l'adaptation reste problématique et évidemment les programmes de mitigation ne peuvent pas être mis en œuvre sans un soutien adéquat. C'est pourquoi en émo cette COP qui était considérée comme une étape cruciale après 3 COP successives tenues dans des pays dont les économies sont basées sur les fossiles, n'a pas produit sincèrement les résultats attendus. Malgré ces limites, Landry Ninheretse salue un progrès notable, à savoir la prise de parole des populations autochtones, souvent premières victimes du dérèglement climatique. Selon lui, leur présence et leur témoignage constituent une avancée importante, car ces populations jouent un rôle déterminant dans la protection des écosystèmes suivis. Ce que nous pouvons saluer avec la COP30, c'est que au moins le leadership communautaire et des populations autochtones a été reconnu. Cela marque évidemment un pas majeur
pour la justice climatique. Tout le monde sait et est très conscient du rôle crucial que jouent les populations autochtones, communautés riveraines des forêts. Nous, au Burundi, nous pouvons citer évidemment la Kibira, le parc de Ruvubu, etc. Donc ce sont de telles communautés évidemment qui jouent un rôle crucial dans la préservation et la conservation de la ressource forestière. Ça a été reconnu et évidemment cela doit continuer pour les prochaines négociations pour que les populations qui vivent autour des aires protégées ou des forêts comme le bassin de l'Amazone, le bassin du Congo, qui jouent un rôle crucial au niveau de la régulation du climat, leur rôle, leur leadership soit de plus en plus reconnu afin que leur voix puisse compter parce que ce sont des communautés qui jouent un rôle de premier plan. Alors pour l'avenir, ce que nous demandons, c'est que en tant que communauté riveraine, société civile, nous exigeons des résultats centrés sur la justice avec une collaboration accrue entre le gouvernement et la société civile pour évidemment une reconnaissance de plus en plus accrue dans tous les plans et programmes visant et l'adaptation et la mitigation. Le rôle des communautés, le rôle des populations riveraines, le rôle de la société civile doit être souligné et renforcé et avoir leur leadership de plus en plus reconnu, plus que ce n'était le cas dans le passé. C'était Landry Ninelesi, consultant burundais en environnement. Et puis l'usine de ciment Bousseko et les habitants vivant dans ces environs ont tous reçu leur terrain des services compétents de l'État. Leur cohabitation s'avère impossible, mais le gouvernement reste passif depuis des années au lieu de chercher une solution aux conséquences des décisions prises par ses propres agents. Plus de détails avec Inès Gakis. L'usine de ciment Bousseko fonctionne dans les bâtiments qui abritaient autrefois l'usine de tabac BTC. Cette dernière avait obtenu ce terrain en 1978 pour y installer ses infrastructures. À cette époque, la zone était encore boisée. BTC était la seule implantation présente. C'est en 2008 que les habitants qui y vivent aujourd'hui ont commencé à recevoir des parcelles attribuées par le service de l'urbanisme. Ces habitants ont alors entamé la construction de leur maison et en 2012, les premiers s'y ont installés. L'usine Bousseko, elle, avait commencé ses activités 2 ans plus tôt, après avoir obtenu son autorisation de fonctionnement en 2010. Au départ, c'était une petite usine avec une faible production et les voisins n'étaient pas encore incommodés. Mais dès 2014, Bousseko a amorcé son extension, rachetant au passage certaines parcelles voisines. Elle est devenue une grande usine fonctionnant 24 heures sur 24 avec le vacarme continu de ces machines dégageant des fumées obscurcissant le ciel de la commune Chibitoke, projetant de la poussière partout tandis que des éclats de pierre issus du broyage tombent jusque dans les habitations voisines. Entre-temps, la zone était devenue un quartier urbain rendant toute cohabitation difficile. Le ménage le plus proche de l'usine Bousseko est à moins de 5 mètres. Les habitants affirment que depuis cette période, ils souffrent de maladies qu'ils ne connaissaient pas auparavant. Ils ont saisi les autorités pour leur demander de sauver leur vie. L'État, à travers ses services compétents, et c'est lui qui a octroyé à la fois le terrain et l'autorisation d'exploitation à Bousseko, mais aussi celui qui a vendu les parcelles aux habitants. 9 ans se sont écoulés sans que le gouvernement ne parvienne à résoudre ce conflit, ni à protéger la vie des habitants mis en danger par une situation qu'il a lui-même créée. Inès Gachiza, en page économie, le Burundi possède un sol très riche en minerais, mais cette richesse n'améliore en rien la vie du pays. En effet, entre exportation brute, fraude et mauvaise gestion, l'exploitation minière profite plus à d'autres qu'à la population burundaise. Clovis Nyondima pour plus de détails. Le Burundi est un pays riche en minerais comme l'or, le coltan, la cassiterite et les terres rares. Ces ressources se trouvent dans plusieurs provinces et sont exploitées par différentes entreprises et coopératives. En théorie, cette richesse devrait aider le pays à se développer. Mais en réalité, l'argent qui entre dans les caisses de l'État ne correspond pas à la valeur réelle de ces minéraux. D'abord, selon les spécialistes du secteur minier, le Burundi exporte presque tous les minéraux à l'état brut. Cela signifie qu'ils sont vendus sans être transformés sur place.
Or, les minéraux transformés valent beaucoup plus cher sur le marché international. Les pays qui les achètent, les traitent et les transforment gagnent donc beaucoup plus que le Burundi lui-même, lit-on dans le journal Burundi Fact. Le rapport d'une commission parlementaire a montré qu'il existe un grand problème de transparence dans le secteur minier. Une partie des minéraux extraits n'est pas déclarée officiellement. Certains exploitants cachent une partie de leur production pour ne pas payer les taxes à l'État. D'autres minéraux quittent le pays par les voies illégales. Ce trafic prive le trésor public de sommes importantes. Selon des analystes indépendants, il y a aussi la corruption et la mauvaise gestion. Dans certains cas, l'argent généré par l'exploitation minière ne va pas dans les projets de développement, mais dans des intérêts privés. Cela empêche que cet argent serve à construire des écoles, des hôpitaux, des routes ou à améliorer les conditions de vie de la population. Enfin, l'État burundais manque parfois de moyens pour bien contrôler l'exploitation minière. Il y a peu d'équipements modernes, peu de spécialistes et le suivi sur le terrain reste limité. Cela rend difficile la lutte contre la fraude et le commerce illégal. Dans à présent, droits de l'homme ou le non-respect des quotas ethniques a figuré parmi les points soulevés lors du dialogue qui a opposé ces 2 derniers jours à Genève le comité pour l'élimination de la discrimination raciale à la délégation burundaise. L'experte et membre de ce comité SNM s'est interrogé sur la surreprésentation d'une ethnie dans plusieurs secteurs en contradiction avec les dispositions légales en vigueur, notamment celles prévues par les accords d'Arusha. Suivez plutôt l'experte et membre du comité pour l'élimination de la discrimination raciale. Le Burundi déclare qu'il n'y a pas de discrimination raciale. Ceci est un peu surprenant parce que je pense, à mon avis, que c'est parce qu'il y avait justement des problèmes ethniques qu'il y a eu les accords d'Arusha. Parce que s'il y a eu les accords d'Arusha pour la réconciliation, c'était la réconciliation interethnique. Parce que lorsque nous faisons les examens des rapports, nous recevons les informations de presque partout. D'autres informations font justement état de ce que dans les services de sécurité, les forces de défense, les forces de maintien de l'ordre, les renseignements généraux, on retrouve 90% de Hutus. Et que même dans certaines structures telles que les sociétés d'État, ils se retrouvent parfois à 100%, soit à 90%. Et en plus de ça, quel est le mécanisme qui a donc été mis en place pour contrôler l'effectivité des quotas? Parce que justement, nous avons appris des plaintes qui font état de ce que ces quotas même ne sont pas respectés. Même lorsqu'on a dit qu'on doit prendre 40% de Tutsis, on se retrouve toujours avec plus de Hutus. Comment vous faites pour vous assurer que dans tous les secteurs, on retrouve 60% de Hutus et 40% de Tutsis? C'est quelque chose d'important parce que s'il n'y a pas de suivi et évaluation, ça sera bien plaqué dans la Constitution et même dans les lois, mais ce ne sera jamais réel. Côté Burundi, le ministre des Affaires étrangères qui avait représenté la délégation burundaise au cours de ce dialogue a riposté par une échappatoire. Selon lui, il s'agit purement et simplement d'une instrumentalisation de l'ethnie dans ces accords d'Arusha. Suivez le ministre Edouard Bizimana. Il y a notre ami qui a posé la question, Arusha et puis quota ethnique. Je vous ai dit, Arusha est venu suite à une situation qu'on avait vécue depuis des années et des années. Alors, si vous avez bien lu l'accord, les problèmes qui ont été identifiés à Arusha, ce n'était pas un conflit typiquement ethnique. C'est plus un conflit qui était lié, un conflit politique et avec des ramifications économiques. Donc, c'était une façon de dire, voilà, ce qui nous a amené dans cette situation, il y a ceci, il y a cela, et ils ont essayé de trouver une solution pour justement que, je disais, ce qu'on a vécu, la discrimination, les régimes qui ont été passés, il y avait une partie de la population qui avait été exclue de la gestion des affaires du pays, et ce qui a conduit au conflit armé qu'on a vécu. Et Arusha, en fait, ça n'a pas été, c'est pas une question ethnique. L'ethnie a été seulement instrumentalisée, mais il y a d'autres aspects. Et je pense que se limiter seulement à l'ethnie par rapport à l'accord d'Arusha serait vraiment une erreur. Je vais passer la parole à... Pour rappel, la dernière fois que le Burundi a été examiné par le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, c'était en 1997. Droit de l'homme toujours. Exiger que toute femme soit obligatoirement à l'intérieur de sa maison à 20 heures est une violation des droits des femmes commise par
par Floribert Abumukiza, chef de la zone Guisavi, située en commune Bouguendana de la province Gitega, à l'origine de cette décision. C'est en substance la réaction du mouvement Inamahoro, qui rappelle que toute femme doit être libre dans tous les domaines et partout. Suivez à ce propos Marie-Louise Barichako, présidente du mouvement Inamahoro. Le mouvement Inamahoro se joint aux femmes de la zone Guisavi qui dénoncent le traitement injuste qui leur a été infligé par leur chef de zone, M. Abumukiza Floribert, ordonnant d'être à la maison à 20 heures au plus tard, sous peine de sanctions, notamment par une amende. Il impose donc un couvre-feu aux femmes. Cette mesure, prise par ce chef de zone de Guisavi, soulève de sérieuses préoccupations concernant les droits humains des femmes et la primauté du droit au Burundi. Premièrement, il s'agit d'une violation des droits des femmes et du principe de la non-discrimination. C'est une discrimination basée sur le genre. La mesure cible explicitement les femmes, ce qui constitue une discrimination fondée sur le genre. La Constitution du Burundi et les traités internationaux que le pays a ratifiés, notamment la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, garantissent l'égalité devant la loi et interdisent la discrimination basée sur le genre. C'est aussi un frein à la liberté de mouvement. Cette mesure restreint sévèrement la liberté de mouvement, qui est un droit humain fondamental. Elle empêche aux femmes de vaquer à leurs activités qui peuvent être essentielles pour leur survie et celle de leur famille et qui peuvent assurer leur autonomisation et leur épanouissement, notamment le travail, le commerce, les études, les rencontres sociales et bien d'autres. On constate en effet que la mesure n'a pas de base légale. En principe, en tant que responsable local, un chef de zone n'a pas l'autorité d'imposer unilatéralement un couvre-feu, surtout un couvre-feu qui ne cible qu'un seul groupe et qui prévoit des sanctions. Une telle mesure nécessite normalement un décret ou une loi formelle du gouvernement central et elle doit être justifiée par des raisons impérieuses et non discriminatoires. De même, bien que les autorités locales peuvent invoquer des raisons de sécurité ou des préoccupations liées à la moralité pour justifier de telles mesures, le mouvement Inamahoro estime que ce blocage de la circulation des femmes est un abus de pouvoir. Le mouvement Inamahoro considère que la mesure prise par ce chef de zone de Guisavi est discriminatoire. C'est une violation des droits fondamentaux et certainement un abus de pouvoir de la part de ce fonctionnaire local. Je vous le disais en titre, les policiers de la commune de Cibitoke en province Bujumbura chargés de la sécurité routière sont accusés de percevoir des pots de vin. Selon les informations recueillies par la RPA au prix des sources locales à Cibitoke, ces policiers exigent des pots de vin aux transporteurs de passagers afin de les laisser circuler avec un nombre de voyageurs dépassant la limite autorisée par la loi. Et le Zivar Emecha nous en dit plus. Lorsqu'elles parviennent à obtenir du carburant, les motos et les voitures de transport de passagers en commune de Cibitoke versent depuis plusieurs jours des pots de vin aux policiers afin d'être autorisés à transporter un nombre de personnes supérieur à celui prévu par la loi. Selon nos sources, ces policiers perçoivent ces pots de vin quotidiennement. Une de nos sources explique que le montant exigé varie selon le type d'engin de transport des personnes. Chaque jour, une moto doit verser 10 000 francs burundais, un véhicule de type Probox doit verser 10 000 francs burundais, un véhicule de type IAS également 10 000 francs burundais, un quaster 20 000 francs burundais. Les policiers ne s'occupent plus d'aucune autre tâche. Après avoir récupéré ces sommes, ils rentrent chez eux. Cette pratique des policiers est désormais bien connue à Cibitoke par les chauffeurs. Il existe même une heure limite à laquelle les chauffeurs savent qu'ils doivent avoir déjà remis l'argent aux policiers. Ces policiers ne se cachent même plus pour exiger ces pots de vin. Ils effectuent cette collecte entre 10h et midi. Après cela, les chauffeurs font ce qu'ils veulent car personne ne les inquiète.
Certains de nos sources confirment que ces pots de vin perçus par ces policiers sont connus de leurs supérieurs hiérarchiques et demandent ainsi que cette pratique soit combattue et que les auteurs soient sanctionnés. La rédaction de la RPA a tenté de joindre le commissaire Nijimbele Jacques, chef de la police à Cibitoke, pour recueillir sa réaction, mais il n'a pas répondu à son téléphone portable. Nous avons également essayé de contacter l'administrateur de la commune de Cibitoke, Eloge Nadjeneza, mais lui aussi n'a pas décroché. Merci à toi, Eloge Divin Rémiche. Gouvernance toujours, l'association Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités par ses sigles se dit satisfaite du document stratégique et opérationnel de stabilisation macroéconomique rendu public par le gouvernement du Burundi, un document longtemps attendu. Faustin Ndikumana précise que ce document aborde entre autres la gouvernance budgétaire ainsi que l'état de l'assiette fiscale suivie. D'abord, ce document mérite d'être apprécié positivement parce qu'il passe au crible, sans complaisance, sans fond fouillat, l'état des lieux et les défis en proposant des solutions vraiment adéquates. Deuxièmement, ce document contient toutes les doléances, surtout que nous avons exprimées depuis longtemps, que nous avons adressées au gouvernement pour qu'il y ait un changement par rapport à la trajectoire de réforme macroéconomique. Et il passe au crible notamment au secteur de la gouvernance budgétaire, l'état des recettes en épinglant les exonérations, l'élargissement de l'assiette fiscale, l'imprévisibilité fiscale dénoncée souvent par les opérateurs économiques contribuables, et la gestion des dépenses, le renforcement de la transparence, le rapportage, le contrôle sérieux, contrôle citoyen, parlementaire, des institutions comme la Cour des comptes et les autorités de l'État, et un contrôle citoyen aussi responsable, le budget programme, la lutte contre les pratiques comme le dépassement budgétaire et les projets extra, les dépenses extra-budgétaires, le contrôle du programme d'investissement public pour établir un plan de construction des infrastructures. Deuxièmement, au niveau de la politique monétaire, on épingle le financement du déficit budgétaire par les avances de la Banque centrale, pour c'était la base actuelle de l'inflation à travers l'augmentation incontrôlée de la masse monétaire. Il y a la gestion de l'endettement, que ce soit au niveau cadre légal, au niveau institutionnel, au niveau suivi, pour que le gouvernement ne contribue pas à rembourser une dette qui n'a pas contribué vraiment à financer les dépenses d'investissement. Notamment, c'est important, c'est la politique de change. On rappelle les origines traditionnelles des recettes en devises, notamment les appuis budgétaires, les appuis projets, les recettes d'exportation, et les dons et les transferts des ménages. Les dons et les transferts des ménages, les investissements directs étrangers, des investisseurs, le tourisme. Chaque source, on essaie de voir comment revaloriser les facteurs qui étaient à la base de l'augmentation classique de ces recettes. Et un autre élément important, c'est ce constat américain actuellement, et 63% des importations sont financées par le marché parallèle. Cela veut dire que le marché parallèle actuellement joue un grand rôle dans le financement des importations au Burundi. C'est une réalité critique qu'il faut affronter et prendre des mesures justement pour inverser la tendance. Le représentant de la PARSEM souligne également que ce document révèle que l'inversion négative de la tendance des indicateurs macroéconomiques apparaît à partir de 2015 et recommande en outre que le pays soit préservé des crises politiques. Encore une fois, Faustin Ndikumana. La crise de 2015 a pesé lourdement sur le niveau des indicateurs macroéconomiques. Il faut alors prendre toutes les stratégies pour épargner le pays contre une autre éventuelle crise politique liée, par exemple, au risque d'élection de 2027. Personne alors en fait insiste sur certains éléments qui pourraient créer du tonus pour la mise en application et la réussite de ces réformes macroéconomiques. D'abord, il faut une volonté politique et une appropriation politique au plus haut, c'est-à-dire dans la sphère politique, le président de la République et aussi au niveau du parti politique au pouvoir. Deuxièmement, il faut une compétence technique, expertise, des ressources humaines compétentes pour mettre en application ces réformes. Troisièmement, il faut des moyens, prévoir des moyens financiers
toute réforme exige des moyens pour sa mise en application. Actuellement, il faut une structure de suivi et d'évaluation efficace, même externe, composée par le représentant du gouvernement, du secteur privé, société civile et partenaires techniques et finances. Il faut encore une fois éviter le risque d'élection pour que les élections ne soient pas une entrave à la bonne marche de ces réformes. Il faut aussi capter toute tentative et toute velléité contestataire par rapport à ces réformes, donc le courant réfractaire qui pourrait se constituer. Il faut véritablement, il faut le casser avec énergie. En fait, une sensibilisation, changement de mentalité, sensibilisation citoyenne, contribuer à ces réformes pour que les citoyens adhèrent, comprennent l'utilité et soutiennent et contribuent à sa mise en application. Et il faut donc tenir la variable de décentralisation actuelle pour voir si ça concorde avec ces nouvelles réformes et surtout que maintenant la gestion budgétaire sera de plus en plus concrétisée à l'échelon inférieur, en l'occurrence pour les communes et les provinces. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est par ici que nous mettons fin au journal en français de ce jeudi 27 novembre 2025. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.